de tirailleurs sénégalais. Une histoire de guerre, d'amour et de perte. La marque du destin. Dans le paisible village de Loumé, niché au nord du Sénégal, Samba grandissait sous le regard bienveillant de son père, Kéba. C'était un garçon comme les autres, mais marqué par un signe unique. Une étrange cicatrice, en forme de croissant de lune, sur son épaule droite. Les anciens du village la voyaient comme un présage. Ce garçon portera un lourd fardeau, disait-il. Samba avait un esprit curieux et un talent inné pour le tir. Avec un simple lance-pierre, il pouvait frapper une noix de coco à plusieurs mètres. Son père voyait en lui une force silencieuse, mais aussi une tendresse qu'il espérait protéger. Cependant, la tranquillité de leur vie fut brisée lorsqu'un décret colonial exigea que chaque famille envoie un homme pour combattre dans une guerre lointaine en Europe. Kéba, le père de Samba, malgré son âge, se prépara à partir. Mais Samba, ne supportant pas l'idée de perdre son père, prit une décision audacieuse. Une nuit, il vola les papiers de recrutement de Kéba et se rendit au bureau de l'armée à Dakar. « Je suis prêt », déclara-t-il, le cœur battant. Dès son arrivée au camp militaire de Dakar, Samba fut plongé dans un univers brutal et inhumain, bien loin de la sérénité de son village natal. Le camp était une étendue poussiéreuse, entourée de barbelés, où régnait une discipline implacable, sous l'œil vigilant des officiers français. Le premier jour. Samba, vêtu d'un uniforme trop grand pour lui, se tenait dans une ligne de recrues africaines, observant le va-et-vient des officiers. L'un d'eux, un homme au regard froid et méprisant, s'approcha pour faire son inspection. « Tu crois être prêt pour la guerre, garçon ?» lui lança-t-il d'un ton cinglant. Samba garda les yeux baissés, répondant timidement « Oui, mon capitaine. » Cela ne fit qu'attiser la colère de l'officier, qui le força à courir autour du camp avec son équipement complet sous un soleil accablant. « Ici, il n'y a pas de place pour les faibles, » hurla-t-il, tandis que les autres recrues observaient en silence, impuissantes. Les humiliations constantes. Les recrues africaines étaient constamment rabaissées par les officiers français qui les considéraient comme inférieurs. Les repas étaient maigres, souvent composés de restes que les soldats blancs refusaient de manger. Les nuits étaient courtes, interrompues par des exercices impromptus ou des cris d'insultes. Un jour, un jeune tirailleur nommé Moussa, l'un des camarades les plus proches de Samba, refusa de porter un sac de sable supplémentaire, expliquant qu'il était déjà blessé. En réponse, un officier le força à creuser un trou immense, juste pour le remplir à nouveau. Samba, témoin de la scène, sentit une colère sourde monter en lui, mais il garda le silence, sachant que la moindre rébellion pouvait leur coûter la vie. L'amitié dans l'adversité. Malgré ces conditions, Samba trouva du réconfort dans les liens qu'il forma avec ses camarades. Moussa, un pêcheur à la carrure imposante, avait un rire communicatif qui parvenait à alléger les moments les plus sombres. Demba, un griot, utilisait des bouts de bois et des caisses pour fabriquer un instrument rudimentaire, jouant des mélodies qui rappelaient leur terre natale. Lors d'une pause, après un entraînement épuisant, Demba entonna une chanson traditionnelle de leur village. Les recrues, d'abord silencieuses, commencèrent à chanter doucement avec lui. Samba se joignit à eux, ses pensées retournant brièvement à Loumé et à son père. Ce moment de solidarité, bien que court,
leur permit de reprendre courage. Les défis physiques et psychologiques. Les journées étaient marquées par des exercices exténuants, escalader des murs en bois, ramper sous des barbelés ou porter des sacs de sable sur des kilomètres, répétant sans cesse qu'ils n'étaient que des nègres, outils de guerre, et qu'ils devaient obéir, sans question. Samba, malgré sa jeunesse, se distinguait par son endurance et sa précision au tir. Lors d'un exercice, il surprit tout le monde en atteignant une cible lointaine avec une précision remarquable. « Cet enfant a l'œil d'un tireur d'élite », murmura l'un des officiers. Mais même ses talents ne suffisaient pas à lui épargner les humiliations quotidiennes. Un premier test de loyauté. Une nuit, alors que les recrues dormaient, un incendie éclata dans une détente. Les officiers accusèrent immédiatement un groupe de tirailleurs d'avoir provoqué l'incident, sans preuve. Samba fut témoin de l'injustice qui suivit. Les hommes, accusés, furent battus et enfermés, sans procès. Dans le silence de la nuit, Moussa demanda à Samba, « Est-ce pour ça qu'on s'est engagé? Pour servir des hommes qui nous méprisent ?» Samba, fixant le ciel étoilé, ne trouva pas de réponse. La transformation de Samba. Au fil des semaines, Samba commença à se forger une carapace. Il devint plus silencieux, plus réfléchi, et ses gestes étaient calculés pour éviter les punitions inutiles. Mais au fond de lui, il nourrissait une rage grandissante, un désir de prouver qu'il valait bien plus que ce que ces hommes pensaient de lui. Un jour, lors d'un exercice de tir, il dépassa toutes les attentes, atteignant chaque cible, avec une précision presque surnaturelle. L'officier responsable, bien que réticent à le féliciter, murmura « Ce garçon pourrait devenir un véritable atout. » Pour Samba, ce n'était pas une question d'impressionner ses supérieurs, mais de survivre et d'honorer son père, son village et lui-même. Cette période d'entraînement marqua un tournant dans la vie de Samba. Il n'était plus seulement le jeune garçon de Loumé. Il commençait à devenir un guerrier, forgé dans l'injustice et la douleur, mais soutenu par une résilience inébranlable. L'entraînement était brutal, souvent humiliant. Les officiers français les traitaient comme des outils, à peine humains. Mais Samba se distinguait. Son talent pour le tir lui valut une place spéciale dans les rangs. Boy Jin le surnommaient ses camarades. Un soir, alors qu'ils partageaient un maigre repas, Demba chanta une chanson sur les femmes laissées derrière. Samba pensa à Mariama, une jeune fille du village qu'il admirait de loin, mais ses souvenirs furent éclipsés par une nouvelle rencontre. Marie-Antoinette. C'est à bord d'un navire les menant en Europe que Samba rencontra Marie-Antoinette, une infirmière mulâtre aux origines antillaises. Sa peau claire et ses cheveux sombres contrastaient avec ses yeux d'un vert captivant. Fille d'un officier français et d'une Martiniquaise, Marie-Antoinette était une figure énigmatique. Elle soignait les blessés avec une douceur rare et parlait peu de son passé. Lorsqu'elle s'adressa à Samba pour la première fois, ce fut pour lui donner un conseil. Ne perds jamais ta foi en toi. Ici, c'est la seule arme qui te sauvera. Ces mots, prononcés avec un sourire triste, marquèrent Samba plus profondément. La guerre en Europe,
Lorsque Samba et ses camarades quittèrent l'Afrique pour l'Europe, ils n'avaient aucune idée de l'enfer qui les attendait. Le voyage en bateau fut long et éprouvant, ponctué de vagues qui semblaient vouloir avaler leur frêle embarcation. Les récits des soldats, revenant blessés ou silencieux, avaient éveillé leur peur, mais ils ne pouvaient pas se préparer à la réalité qui les attendait sur le sol européen. L'arrivée en Europe. Le premier contact avec l'Europe fut une brume glaciale qui s'accrochait à leurs vêtements comme un avertissement. Samba, habitué à la chaleur de Loumé, grelottait sous son uniforme trop grand. Les paysages qu'il avait imaginés, à partir des récits des anciens, n'avaient rien de glorieux. Des ruines, des routes boueuses et des villages vidés de leur vie. Les soldats furent répartis dans des camps provisoires, où l'organisation était chaotique. Les tirailleurs sénégalais, comme toujours, étaient traités comme des troupes de seconde zone, relégués aux pires tâches. Creuser des tranchées, transporter des munitions ou nettoyer après les soldats européens, Samba et ses camarades enduraient en silence, motivés par la fraternité qui les unissait. Le baptême du feu. Le premier jour sur le champ de bataille fut un choc pour Samba. Des tirs de mitrailleuses déchiraient l'air, des explosions faisaient trembler le sol, et les cris des blessés résonnaient dans les tranchées. Il se souvint des conseils de Moussa. Ne regarde pas autour de toi. Fixe tes pensées sur la prochaine étape. Sinon, tu deviendras fou. Samba se retrouva en première ligne, son fusil serré dans ses mains tremblantes. Les ordres furent criés dans une langue qui n'était pas la sienne, mais il comprenait ce qu'il devait faire. Avancer ou mourir. Il vit Moussa à ses côtés, son regard empreint de peur et de courage, avant qu'ils ne se jettent ensemble dans la mêlée. C'est ce jour-là que Samba tua pour la première fois. Le visage de l'homme qui l'abattit resta gravé dans sa mémoire, un rappel cruel de ce que la guerre faisait des hommes. Les liens qui se tissent. Dans les rares moments de répit, les soldats trouvaient des moyens de se soutenir mutuellement. Moussa, avec son rire chaleureux, racontait des histoires de pêche sur le fleuve Sénégal. Demba, avec son talent pour la musique, improvisait des chansons pour apaiser les âmes. Samba, bien que plus silencieux, devenait un pilier pour ses camarades, toujours prêt à partager ses maigres rations ou à aider les blessés. Un jour, dans une tranchée boueuse, ils partagèrent un rare moment de joie. Une petite boîte contenant des beignets, envoyée par la mère de Demba, fit le tour. Chacun prit une bouchée, fermant les yeux comme pour retrouver un instant de leur enfance. Samba, en mordant dans le sien, se souvint des repas partagés avec son père. Samba fut blessé lors d'une attaque brutale dans un village français occupé. Une balle lui effleura l'épaule et il fut transporté dans un hôpital de campagne. C'est là qu'il rencontra Marie-Antoinette, une infirmière mulâtre d'origine antillaise. Marie-Antoinette était une figure lumineuse dans l'obscurité de la guerre. Sa douceur, sa voix apaisante et ses gestes précis faisaient d'elle un ange pour les blessés. Quand elle s'approcha de Samba, il fut frappé par ses yeux verts, empreints d'une tristesse qu'il reconnaissait. « Vous allez vous en sortir », lui dit-elle, en pansant sa blessure. Leur relation débuta par de brèves conversations entre les soins. Elle lui posait des questions sur sa vie en Afrique, fascinée par ses récits. Lui, à son tour, était captivé par son intelligence et sa résilience. La guerre continue. De retour sur le champ de bataille, Samba se sentait changé. Marie-Antoinette était devenue une lueur dans son esprit, une raison de continuer malgré l'horreur.
Il redoubla d'efforts, impressionnant même les officiers français par son courage et son talent pour le tir. Mais la guerre n'épargnait personne. Samba perdit plusieurs camarades au fil des batailles, des hommes qu'il considérait comme des frères. Moussa tomba lors d'une mission dangereuse, un éclat d'obus traversant son abdomen. Demba, quant à lui, fut emporté par une maladie faute de soins adéquats. Ces pertes pesaient lourd sur Samba, mais elles renforçaient aussi sa détermination. Un amour naissant dans le chaos. Lors de permissions rares, Samba retrouvait Marie-Antoinette à l'hôpital. Ils partageaient des moments volés, loin des regards des officiers. Un soir, sous une tente éclairée par une lanterne vacillante, elle lui confia « La guerre ne finira pas demain, mais j'espère que nous aurons un jour pour nous. » Samba, bien que conscient des obstacles, lui répondit avec sincérité « Tu es ma paix dans cette folie. » Leur amour, bien que interdit et fragile, devint une source de force. La lutte intérieure de Samba. À mesure que la guerre avançait, Samba se battait non seulement contre l'ennemi, mais aussi contre ses propres démons. Les horreurs qu'il avait vues, les vies qu'il avait prises et les camarades qu'il avait perdus le hantaient chaque nuit. Un jour, alors qu'il marchait dans un village en ruine, il trouva un petit miroir brisé. En se regardant, il vit un homme qu'il ne reconnaissait plus. Mais il se rappela les mots de son père. L'honneur ne réside pas dans ce que les autres pensent de toi, mais dans ce que tu fais pour ceux que tu aimes. Cette période d'opprobre transforma Samba de façon irréversible. Il était devenu un guerrier, non pas par choix, mais par nécessité. Pourtant, malgré la brutalité de la guerre, il trouva un amour et une humanité qui continuèrent de guider son chemin. Un amour interdit. Un soir, alors que Samba était blessé lors d'une mission, il fut transporté à l'hôpital où travaillait Marie-Antoinette. Elle veilla sur lui, pansant ses plaies et partageant avec lui des histoires de son enfance en Martinique. Leur rapprochement devint impossible à ignorer. Marie-Antoinette lui révéla qu'elle était fiancée au colonel Léonard, un homme puissant et cruel. Mais pour elle, ce mariage arrangé n'était qu'une prison. Samba, avec sa simplicité et sa force, éveilla en elle un sentiment qu'elle croyait perdu. Leur amour naquit dans l'ombre, entre les rideaux des tentes médicales et les rares moments volés à la guerre. Le poids de la jalousie. Le colonel Léonard, suspicieux, remarqua leur complicité. Il envoya Samba dans une mission suicidaire, espérant se débarrasser de lui. Marie-Antoinette, déchirée, supplia Samba de ne pas partir. « Je reviendrai », lui promit-il, serrant dans sa main une perle qu'elle lui avait donnée, en gage de leur amour. Samba partit, mais au fond de lui, il savait qu'il marchait vers la mort. 1. Le sacrifice. Malgré les probabilités, Samba survécut. Dans une bataille acharnée, il utilisa son talent pour neutraliser une ligne entière de tireurs ennemis, sauvant son unité. Mais cette victoire fut amère. Beaucoup de tirailleurs tombèrent ce jour-là, et Samba revint au camp avec une douleur insupportable. Il retrouva Marie-Antoinette, mais leur bonheur fut de courte durée. Le colonel Léonard, fou de rage, fit transférer Marie-Antoinette loin du front et accusa Samba de mutinerie. La guerre était terminée, mais pour Samba et ses camarades, un autre combat commençait. De retour en Afrique, ils étaient pleins d'espoir, malgré leurs blessures visibles
et invisibles. Ils pensaient que leur sacrifice serait enfin reconnu, qu'ils seraient accueillis comme des héros. Mais la réalité qui les attendait était bien différente. Le retour amer. Le camp, situé près de Dakar, était une zone transitoire où les tirailleurs sénégalais furent rassemblés à leur retour d'Europe. À leur arrivée, les soldats découvrirent des baraquements délabrés et des rations insuffisantes, loin du confort promis par les autorités françaises. Samba, accompagné des quelques camarades survivants comme Moussa et Demba, sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Leurs officiers, maintenant détendus après la guerre, les regardaient avec mépris. Les soldats blancs avaient déjà reçu leur solde complète, mais les tirailleurs furent laissés sans paiement, avec des promesses vagues et des excuses administratives. La révolte gronde. Les semaines passèrent et la tension monta. Les tirailleurs, fatigués de leurs conditions de vie déplorables et de l'humiliation constante, commencèrent à murmurer entre eux. Moussa, toujours direct, lança un jour. On a saigné pour eux, et voilà comment ils nous traitent. Combien de temps encore allons-nous rester silencieux? Samba, devenu un leader naturel, tenta d'apaiser les esprits, tout en partageant leur frustration. Il savait que la colère seule ne suffirait pas. Nous devons rester unis et exiger ce qui nous revient, dit-il. Un groupe de soldats élabora une pétition demandant leur solde complète, un traitement équitable et le respect de leur dignité. Ils la remirent à leurs officiers, mais la réponse fut brutale. Silence, mépris et menaces. Le soir, fatidique. La nuit précédant le massacre, une réunion clandestine fut organisée dans un coin isolé du camp. Les hommes, rassemblés autour de Samba, débattaient de la marche à suivre. Certains voulaient agir immédiatement, d'autres craignaient les représailles. Si nous ne faisons rien, ils continueront de nous piétiner, dit Moussa avec force. Mais si nous nous rebellons, ils pourraient tous nous abattre, répondit un autre. Samba prit la parole, son visage grave mais déterminé. Nous avons survécu à la guerre. Nous avons vu la mort de près. Mais aujourd'hui, c'est pour notre dignité que nous devons nous battre. Si nous restons silencieux, nous trahirons la mémoire de ceux qui sont tombés. L'attaque surprise. Au petit matin, alors que le camp était plongé dans une fausse tranquillité, des ordres furent donnés. Les troupes françaises, bien armées et préparées, encerclèrent le camp. Les tirailleurs, désarmés et sans défense, furent pris par surprise. Des cris résonnèrent dans la pénombre. « Levez-vous !» hurla un soldat français. Les hommes, encore endormis, furent tirés hors de leur baraquement. Samba, éveillé par le tumulte, comprit immédiatement ce qui se passait. Il tenta de rassembler ses camarades, mais il était trop tard. Les premiers coups de feu retentirent. Une panique indescriptible s'empara du camp. Certains tentèrent de fuir, d'autres de négocier, mais les balles ne faisaient pas de distinction. Samba se retrouva au milieu du chaos, criant pour que ses hommes se regroupent. Moussa tomba à ses côtés, une balle traversant sa poitrine. « Continue, Samba », murmura-t-il avant de s'effondrer. La lutte pour la survie. Samba, blessé à l'épaule, utilisa les décombres pour se cacher. Il vit Saïdou tenter de s'échapper, mais il fut abattu avant de pouvoir franchir les barbelés. Samba savait qu'il ne pouvait rien faire pour eux. Avec quelques survivants, il rampa
à travers un trou dans la clôture, sa détermination mêlée à un désespoir écrasant. Le silence, imposé. Au lever du jour, le camp était silencieux. Les corps des tirailleurs étaient éparpillés, les tentes détruites. Les autorités françaises annoncèrent que les tirailleurs avaient provoqué leur propre fin en se rebellant. Les survivants furent réduits au silence, menacés d'être exécutés s'ils parlaient. Samba, blessé mais vivant, retourna à Loumé des semaines plus tard. Il trouva son village inchangé, mais son âme était brisée. La mémoire de Tiaroy. De retour dans son village, Samba décida que l'histoire du camp ne pouvait pas être oubliée. Chaque soir, autour du feu, il racontait ce qui s'était passé à ceux qui voulaient écouter. « Nous avons été trahis », disait-il. « Mais leur sacrifice ne doit pas être en vain. » Il porta toujours sur lui un morceau de métal récupéré du camp, un rappel constant du prix de la liberté. Cette tragédie fut le point de non-retour pour Samba. Ce n'était plus seulement son combat, mais celui de tous ceux qui avaient été sacrifiés. La mémoire du camp devint pour lui un devoir sacré, une vérité qu'il porterait jusqu'à son dernier souffle. Si notre histoire vous a captivé, veuillez liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits. Merci d'être nombreux à nous soutenir. Notre devoir est de préserver notre histoire, car un peuple sans histoire n'a pas d'avenir. Leur liberté et leur rêve pour un avenir meilleur, nous rendons hommage. Leur histoire est notre mémoire, et sans mémoire, un peuple n'a pas de futur. C'est notre devoir de raconter, de partager et de ne jamais oublier. Rejoignez-nous dans cette mission en vous abonnant. Ensemble, faisons vivre ces récits, transmettons-les aux générations futures. Partagez cette histoire, faites-la voyager et devenez une voix de la mémoire collective.